Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de podcasts consacrée à l'intégration africaine, toujours dans le cadre de la session de formation sur la mobilité citoyenne et apprentissage portée par la structure Caribou sous le nom de la cohorte sous-régionale Luc Nkulula. Après avoir scruté les idéaux du panafricanisme, nous nous tournons aujourd'hui vers une facette assez intéressante de cette dynamique, à savoir les organisations communautaires sous-régionales. Ces entités, souvent invisibles dans le quotidien, sont des piliers de la mise en œuvre de politiques et de projets de coopération, tissant des réseaux de solidarité partout à travers le continent. Bien plus que de simples structures politiques ou économiques, elles sont des motrices de changement et incarnent la volonté des États à s'unir face à des défis communs, qu'il s'agisse de sécurité, de politique ou de gouvernance. Embarquez avec nous pour un regard approfondi sur ces structures qui façonnent de jour en jour le devenir du continent africain avec nos deux invités, Taki Kwaku Ama de la Côte d'Ivoire et Maïsara Rahoufou du Bénin. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous vous portez bien? Très bien, merci. Très bien, on va bien, merci. Vous êtes prête à vraiment débattre avec moi sur ce sujet-là? Assez, oui. Oui, assez. Assez prête, oui? Oui, on est prêt. Alors, d'accord, je vous laisse d'abord vous présenter et nous dire qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez et voilà, parler un peu de vous en quelques minutes. Alors, merci de me passer le crachoir. Moi, c'est Taki Ama. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis membre d'une ONG sous le nom de Jeunesse et Droits des Enfants. Je suis également présidente du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire, section communale Port-Boué. Je suis quelqu'un d'engagé dans tout ce qui est éducation, montée en compétences des enfants, la formation des jeunes et leadership me passionne énormément. Merci beaucoup, très, très intéressant comme activité. Maïsara? Oui, merci. Très honorée d'être ici avec vous. Moi, c'est Maïsara Traoufou. Je suis béninoise. J'ai une licence en diplomatie et relations internationales et je suis activiste leadership féminin. Donc, particulièrement, c'est... Merci beaucoup, je suis particulièrement heureuse de vous recevoir, mesdames. Alors, je vais commencer par celle qui est dans le Sénat. Donc, pour vous demander pourquoi des organisations communautaires sous-régionales selon vous? Déjà, les organisations sous-régionales parce qu'elles sont un pont entre la jeunesse, les citoyens et parfois le gouvernement. Donc, on vient un peu en appui aux actions menées déjà par nos différents gouvernements et on se positionne un peu comme étant la voix des non-voix. Et voilà, notre existence et nos actions sont très importantes au sein de nos différentes communautés. Merci beaucoup. Ça, c'est particulièrement pour le Sénat pour lequel vous militez ou bien vous travaillez du moins? Alors oui, un peu au Sénat, on touche un peu à tout ce qui touche à la jeunesse parce que c'est le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, on mène des actions qui vont favoriser la montée en compétences des jeunes et surtout la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Et cette préservation passe inéluctablement par la jeunesse et on mène des actions aussi dans ce sens-là. Et comment favoriser l'inclusivité de la jeunesse dans les postes de décision, l'insertion socio-professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. On touche vraiment à tous les sujets qui permettront aux jeunes de grandir tout simplement, pour faire simple. Merci beaucoup, Maïsara. Comment les organisations communautaires sous-régionales, du moins, contribuent-elles à la coopération économique, politique et sociale entre les pays membres? Là, on parle de diplomatie. Déjà, je suis très ravie d'avoir cette question parce que là, ça me permet de partir de l'origine de la création des organisations communautaires. C'est un besoin de mettre ensemble, de coordonner les actions ensemble pour atteindre des objectifs communs. Et lorsqu'on sait qu'un État ne peut pas vivre en autarcie, il faut que l'État se mette en relation avec les États voisins pour plus amorcer son développement, pour le pousser vers un niveau plus avancé. Et aujourd'hui, on constate une certaine avancée au niveau des organisations communautaires. Je veux dire, au niveau régional, on a la CEDEAO, on a l'UEMOA, on a au niveau international, au niveau continental, d'abord, on a l'Union africaine. Avant le niveau international, l'ONU et les organisations internationales qui existent. Et aujourd'hui, comment ces organisations contribuent à la coopération? On peut déjà voir au niveau économique
à travers la création de l'Union économique monétaire ouest-africaine, c'est de partir de l'idée de l'intégration régionale et d'atteindre les 6 étapes de l'intégration régionale. Et ici, on observe déjà une certaine avancée au niveau de l'Union économique monétaire africaine. Et ce qu'on aurait souhaité de voir, c'est d'atteindre réellement la zone de libre-échange qui constitue la prochaine étape. Et donc, on peut déjà dire qu'au niveau économique, ça évolue un tout petit peu, bien que les politiques monétaires, avec la ZLECAf, j'en venais, les politiques monétaires ne sont pas encore pareilles. Et au niveau politique, on peut observer également la présence des tests qui, un tout petit peu, gouvernent les instances de la politique dans les États. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un État doit, par exemple, procéder à des tentatives de coup d'État, il y a quand même des tests au niveau régional, continental régissent, merci, ces tentatives de coup d'État et qui disent, voilà, c'est ce à quoi vous devez vous attendre s'il y a un coup d'État. Et donc, ces organisations contribuent à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, bien qu'on ne peut pas dire que c'est déjà effectif, mais on sent quand même une certaine avancée. Et au niveau social, on peut voir déjà l'avancée, la mise en place des politiques éducatives, les relations, les échanges interculturels entre les États. Donc, c'est assez une avancée aussi qu'on peut noter. Effectivement, il y a des choses qui sont mises en place, d'autres qui sont en cours. Et je veux demander à Taki, qui est dans le Sénat, on peut te fatiguer aujourd'hui. Quels sont les impacts concrets qu'on peut noter sur les décisions que prennent ces instances-là? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que citoyen du continent, tu peux ressentir qu'il y a une instance sous-régionale qui est là et qui œuvre pour l'intégration? Oui, parce que aujourd'hui, grâce à ces ONG, à ces entités, je pense que les jeunes se sentent déjà plus écoutés. On a la capacité déjà des jeunes à s'identifier à ces ONG, à ces organisations-là, aux actions qu'elles mènent au quotidien pour le bien-être de la civilisation, de la société. Et vraiment, je trouve que voilà, on devrait de temps en temps mettre un accent sur ça, sur peut-être ce besoin d'appartenance et ce besoin d'identité qui diffère un peu de la légitimité souvent de l'État, de nous dire que voilà ce qu'on attend, voilà ce que vous devez faire et que nous-mêmes on puisse mener des actions et qu'on se dise voilà ce que nous aussi on attend de vous. Et c'est pas que dans les mots, c'est pas que dans les actions peut-être négatives, mais grâce peut-être aux actions menées par le Sénat. Je prends un exemple en Côte d'Ivoire, on prône la non-violence et la revendication des jeunes par des actions positives, des actions qui vont exprimer des réels besoins des jeunes et comment on souhaiterait avoir surtout du changement. C'est intéressant de réclamer ses droits, mais il est aussi important de poser une pierre à l'édifice et de dire voilà à quoi est-ce qu'on aimerait que ce changement-là ressemble au sein de notre société. Effectivement, il faut poser des jalons qui nous mèneront au changement. Et je veux juste interroger cette porte-là dont tu parles d'ouverture pour les jeunes, pour qu'ils puissent prendre des décisions et s'intégrer vraiment dans les instances de prise de décision, notamment pour les organisations communautaires sous-régionales. Est-ce qu'aujourd'hui, Maïsara, du niveau de l'expérience que tu as, toi, est-ce que tu penses que ces portes sont assez ouvertes pour que nous, jeunes, puissions prendre des décisions au niveau de ces instances-là? C'est une question assez complexe, parce qu'aujourd'hui, on observe des instances qui existent, mais un faible accès de l'information aux jeunes. Et donc, il y a ce problème-là d'information qui se pose. On ne peut pas clairement dire qu'aujourd'hui, les portes sont ouvertes pour les jeunes pour qu'ils puissent porter leur voix avec les instances. Par exemple, au Bénin, c'est vrai que nous, on a la représentation de la CEDEAO chez nous. Et donc, lorsqu'on a une initiative ou des informations qu'on veut porter vers la CEDEAO est assez proche de nous pour qu'on puisse le faire. Mais à part la CEDEAO, il n'y a pas d'instance ouverte pour les jeunes. Et donc, il y a ce problème-là d'information. Vers quelle organisation on se tourne lorsqu'on a une information ou lorsqu'on a notre voix à porter? Il y a ce problème. Et il y a également des espaces qui sont créés, mais des espaces qui ne sont pas assez ouverts à tout le monde. Parce qu'on a appris lors de notre formation dans ce même programme qu'il existait l'ECOSOC, le Conseil économique et social des jeunes, comme instance à la participation citoyenne. Et si je n'étais pas venue ici, je n'aurais jamais su qu'il existait cela. Et donc, je me dis que le niveau d'accessibilité de l'information et le niveau d'accessibilité de ces instances-là également
est à revoir. Donc, on ne peut pas clairement dire qu'il existe une instance pour les jeunes pour qu'ils portent leur voix pour le moment. Pour le moment, ça n'existe pas encore, mais n'empêche, les jeunes sont engagés. Et comment cet engagement-là peut impacter aujourd'hui au niveau sous-régional les prises de décision et les dynamiques d'intégration et de panafricanisme? La question est très, 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 très intéressante. Concernant l'impact de ces organisations-là sur le panafricanisme, on peut déjà se positionner en tant qu'intermédiaire. Donc, en tant qu'intermédiaire entre la société civile et le gouvernement, et ce, j'aime bien me répéter, à travers les actions qu'on pose, à travers notre engagement par la création, par exemple, de mouvements, le fait de poser des actions concrètes qui impactent réellement la société, de faire sentir aux jeunes qu'ils sont importants et que ce qu'ils ont à dire l'est également. Et je trouve ça très, 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 très intéressant parce qu'on est dans une société, comme le disait ma sœur du Bénin, qui n'est pas assez exposée à l'information et surtout aux bonnes informations. Parce que les fake news, ça circule très, 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 très souvent et ça impacte aussi notre objectif concernant souvent le panafricanisme, la préservation de la paix, la préservation du libre-échange entre les différents pays. Donc, il est aussi important de mettre un accent sur ça. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire. Merci. Parler de ces institutions-là revient à parler de politique, de sécurité, de gouvernance et de développement. J'ai envie de citer un certain nombre de termes qui sont sanctions, réprimandes, embargo. Est-ce réellement ce à quoi les populations dans ces zones-là s'attendent de ces instances dans les moments de conflit? Ok, là c'est une question d'actualité aussi. Effectivement. Et lorsqu'on regarde un tout petit peu notre contexte actuel et que j'essaie de me référer à notre contexte avec ce qui s'est passé avec la CEDEAO, on peut tout de suite répondre à votre question. Sanctions, embargo, réprimande. Est-ce que c'est ce à quoi les États s'attendent? Est-ce que c'est ce à quoi les populations s'attendent réellement? Il faut déjà partir de la compréhension du contexte des populations. Et si l'intégration régionale aujourd'hui était vraiment effective et que les relations entre les États étaient ce qu'ils devaient être, les États auraient compris que, en fait, le problème du Nigeria, c'est un problème interne et il faut comprendre ce qui se passe d'abord au Nigeria avant de dire, voilà, moi, je suis le Bénin, donc je me lève, j'envoie les forces au Nigeria. Et c'est pareil, il faut comprendre le contexte de chaque État. Qu'est-ce que les populations vivent? Avant de dire, voilà, c'est la sanction qui convient. Et maintenant aussi, il faut rappeler qu'il y a des sanctions assez traditionnelles. Les périodes coloniales ont imposé certaines choses que nos États africains ont suivies. Les textes de la CEDEAO aujourd'hui, lorsqu'on les regarde, il y a certains passages qui sont caducs parce qu'on se dit qu'ils ne sont plus adaptés aux réalités de notre contexte. Et donc, il y a ce problème-là de la contextualisation. Il faut se référer à la réalité de ces États, de ces États-là. Et voir ce qui se passe au niveau de la population. Et donc, si un État se comporte d'une certaine manière, on se dit que c'est parce que cet État a vu telle chose que cela est arrivé. Mais cela n'excuse pas non plus les comportements des États qui, des fois, subissent ces sanctions et ces réprimandes. Donc, aujourd'hui, c'est de revoir la manière dont les États sont sanctionnés, revoir les tests et les adapter à notre contexte africain. Effectivement. Et est-ce que Taki, c'est ce dont les populations attendent ou est-ce que c'est seulement de ces outils-là dont ces instances-là disposent pour faire entendre leur voix? Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette méthode-là parce qu'on se rend compte que lors des crises, lors des difficultés que rencontrent certains pays, des décisions sont prises sans réellement connaître les réalités de ce pays-là. En tant qu'Ivoirien, on a vécu 2 crises, du moins que j'ai vues et que j'ai ressenties. Et on voyait des ressortissants d'autres pays qui étaient censés venir en aide à la Côte d'Ivoire, mais qui faisaient déjà peur à la population et qui agissaient, qui avaient des agissements qui mettaient en mal la sécurité déjà de cette population-là. Donc il est très très important pour les décisions qui sont prises de se rapprocher des populations, d'avoir un vrai feedback, d'avoir un vrai B2B, d'être en contact avec ces populations-là pour connaître les vraies réalités et les vrais besoins de ces populations-là. Parce qu'on sait, lors des crises, lors des difficultés que traversent certains pays, on a des retours un peu difficiles pour ces populations-là.
qui sont traumatisés, qui sont tristes, qui ont vécu énormément de difficultés. Donc, pourquoi même ne pas mettre en place des process de résolution qui vont réellement impacter le mental, le bien-être, le volet sanitaire, le volet émotionnel, travailler sur le bien-être émotionnel de ces populations-là, parce qu'on a l'avant, le pendant et l'après-crise électorale. Donc, comment est-ce qu'on met des solutions en place pour que durant tous ces process-là, les populations soient réellement préservées? Parce qu'il faut qu'on le dise, tous ces embargos qui sont pris lors des conflits ne sont pas réellement utiles pendant ces conflits-là, parce qu'on se rend compte Ça isole de plus en plus les populations. parce qu'on se rend compte que les dirigeants, en vrai, ceux qui se font la guerre, ils s'en foutent. Donc le focus, lors des décisions qui sont prises par ces ONG internationales et sous-régionales, c'est de vraiment préserver la sécurité et le bien-être des populations. Et je veux vraiment mettre un accent sur le bien-être post-électoral, et que vraiment on mette des programmes en place, des soutiens peut-être financiers qui ciblent des populations, des familles traumatisées, violées, etc. etc. Est-ce que ça n'a pas, par exemple, un lien par rapport à la représentativité de ces organisations-là? Qui nous représente au sein de ces organisations? Qui représente l'organisation au sein de nos États? Est-ce que ce n'est pas un besoin aussi de réadapter ces politiques-là, de sorte à prendre en compte les besoins réels des populations qui sont sur place? Oui, c'est très intéressant parce qu'on en a parlé, je crois, hier ou avant-hier, de la possibilité pour nous de participer, par exemple, au congrès, parce que il y a aussi le problème de l'information, de l'accessibilité aux bonnes informations et aux informations qui seront utiles pour nous, de savoir est-ce que c'est possible pour peut-être des petites ONG ou bien des mouvements citoyens d'intégrer ou bien d'avoir un représentant auprès de ces grandes instances-là. Franchement, actuellement, il est impossible pour nous d'y répondre, mais c'est quelque chose qu'on aimerait plus tard, parce que c'est nous qui sommes les plus proches de la population civile, c'est nous qui sommes les premiers réceptacles des difficultés, des besoins de la population, peut-être auprès du gouvernement. Et voilà, il y a aussi au niveau des organisations cette redevabilité-là, il faut le dire, qu'on ne ressent pas forcément. Effectivement, on ne ressent pas forcément leur impact positif, disons, sur nos vies. Mais j'ai envie d'interroger la question de l'indépendance financière. Parce qu'aujourd'hui, on va le dire avec le seul mot qui est disponible dans le dictionnaire, on ressent une forme d'ingérence de certaines puissances coloniales dans les prises de décision, qu'il s'agisse d'un post-coup d'État ou bien qu'il y ait des problèmes, en tout cas politiques, dans certains pays. Est-ce qu'on ne ressent pas cette forme d'ingérence? Et est-ce que si ces instances-là n'ont pas une indépendance financière, ils seront à même de prendre ces décisions-là qui vont convenir aux populations? Si je comprends très bien, je vais orienter votre question pour mieux l'appréhender. Vous avez demandé si c'est parce qu'il y a une certaine dépendance financière des États, si on peut le dire, coloniaux, les colonisateurs là. Si c'est parce qu'il y a une certaine dépendance financière de ces États-là que les décisions qui sont prises au niveau de nos instances ne reflètent pas les réalités. Ne reflètent pas parfois. Moi, je dirais que d'une part, c'est déjà une question à répondre positivement, parce qu'il y a les États qui dépendent financièrement d'une part des Occidentaux. Et donc, lorsque la situation est comme ça et que vous avez vos manières de résoudre un problème, mais que la main du colonisateur est toujours dans vos finances, ce serait un peu compliqué de prendre vos propres décisions. Mais on ne peut pas dire que c'est cela qui impacte nos États aujourd'hui, parce que la majorité des dirigeants africains sont concentrés sur ce qui se passe dans leur État. Et donc, je vais le rappeler, ils n'ont pas la connaissance de la réalité des autres. Donc, ils peuvent résoudre ces problèmes-là avec leurs solutions. Et c'est là que la solution n'est pas adaptée à ce que l'État veut. Et c'est là que ça pose problème. Et d'une autre part, également, on peut voir l'ingérence, comme vous le dites, l'ingérence de ces États occidentaux là qui disent voilà, c'est la manière dont nous voulons que vous réglez ce problème. Et là, ça pose problème parce que les autres ne sont pas d'accord avec ça. Donc, il y a d'une part cette ingérence, mais je pense que c'est une question de complémentarité, parce que l'ingérence,
c'est vrai que ça naît de la dépendance financière, mais d'une autre part, c'est pas comme si les États africains peuvent se lever du jour au lendemain comme ça et commencer par et être indépendants. Il faut déjà des étapes, un processus pour arriver à être indépendant financièrement. Donc tout de suite, c'est que les États commencent à réfléchir à des moyens alternatifs pour se débarrasser de la dépendance financière avant maintenant de passer à une indépendance complètement financière. Parlant d'alternatives, je pense qu'on va titiller un peu l'actualité. On part sur une suppression des aides financières par le président américain Donald Trump, qui est là pour les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de nos organisations sous-régionales en guise de, comment on va dire, pour combler ces vides-là que ce retrait-là va créer? La question est assez intéressante, mais avant de peut-être donner mon point de vue par rapport à cela, il est important de rappeler que voilà, on n'était pas réellement préparé à cela parce que, et ça rejoint la thématique du panafricanisme, de la mobilité, etc., de nos capacités à se mettre ensemble pour créer une vraie monnaie, pour créer de vraies forces au plan économique, social, etc., qui jusque-là ont toujours été un peu difficiles pour le continent africain. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu pris au dépourvu face à cette situation du président Donald Trump qui décide de couper les vivres. Et moi, ça me touche un peu parce que là, on se rend compte qu'il n'y avait pas peut-être une solution qui était prévue pour ces différents gouvernements qui se retrouvent un peu pris voilà, sous l'eau par rapport à cette décision-là. Concernant les organisations régionales, je pense qu'ils pourraient peut-être mettre en place des stratégies déjà de communication et d'information pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information par rapport à cette situation. Et ensuite, mettre sur place des process peut-être de budgétisation, de financement, essayer de voir comment, à travers leur peut-être modeste participation, ils pourraient au moins atténuer le choc de cette décision-là qui, je pense, est un peu compliquée pour tout le monde actuellement, sachant que plusieurs organisations de pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, dépendent un peu de certains financements à l'international, À plusieurs niveaux. à plusieurs niveaux en plus, que ce soit au plan social, économique, sanitaire. Et voilà, il faudrait que nous-mêmes, on puisse avoir des fonds qui pourraient moins impacter sur une certaine période, le temps de trouver des solutions concrètes. Et je pense que cette solution-là, c'est le panafricanisme. C'est vraiment qu'on brise nos barrières, qu'on brise nos préjugés, qu'on brise nos intérêts égoïstes et qu'on puisse pour une fois se mettre ensemble et que peut-être que cette situation soit le déclic et une leçon pour nous, pour voilà, ces organisations à se dire, bon, on est là, qu'est-ce qu'on fait réellement? Parce que là, il y a notre crédibilité qui est mise en jeu et voilà, nos capacités à poser des actions qui impactent réellement ces pays-là et surtout peut-être favoriser le panafricanisme qui pour moi est la solution à tout. Favoriser le panafricanisme, c'est sur cette note qu'on mettra fin à cet épisode de podcast consacré à l'organisation communautaire sous-régionale et le rôle fondamental dans l'intégration africaine. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. À très bientôt pour la suite de notre exploration des dynamiques qui façonnent l'avenir de notre continent.